Oi. Está ouvindo bem, Olímpio? Bem, boa noite a todos. Fui recentemente informado que eu vou fazer aqui a apresentação dos cadernos Nietzsche para vocês. Nós vamos agora à noite fazer alguns lançamentos aqui, Scarlett. E o primeiro deles é do último número dos cadernos Nietzsche. Os editores do caderno Nietzsche, como vocês sabem, são o professor Márcio e o professor Ivo. Eu sou o editor adjunto e estou aqui nesse papel justamente porque, nesse número, vocês sabem, nós do GEM estamos completando praticamente 30 anos, então, grandes momentos de comemoração. E, nesse número, é um número composto de um dossiê dos 150 anos do nascimento da tragédia e também uma homenagem a nossos bravos editores, Ivo e Márcio. Então, vou apresentar aqui rapidamente esse número. Vocês sabem, os cadernos Nietzsche também surgiram em 1996, não é? É muito bem qualificado, é uma revista, tem qualis A pela CAPES, A1, há muito tempo, pela CAPES, e também está na plataforma do Cielo, que é algo muito importante e que dá muito trabalho também. Mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer é que é uma revista realmente longeva, que tem um grande sucesso e que é realmente um marco nas revistas nacionais. Então, com isso, nós estamos já no volume 45, número 1. Normalmente são lançados 3 números por ano. E nesse, então, em primeiro lugar, como eu falei, nós temos tanto um dossiê sobre os 150 anos do nascimento da tragédia, que se tratou, são artigos que foram resultados de um evento organizado pela Tereza Calomene, pela professora Tereza Calomene, da Universidade Federal Fluminense. Eu estou apresentando também porque, nesse número, eu estou meio fazendo um duplo papel, porque eu participei tanto do evento sobre o nascimento da tragédia, quanto escrevi um texto, no caso, em homenagem ao nosso querido Márcio, que tem um livro muito bom sobre o nascimento da tragédia. Então, vou apresentar rapidamente aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos os textos do dossiê. Tem um editorial feito pela Tereza Calomene e por mim, apresentando, e a segunda parte desse dossiê. A primeira parte saiu no número anterior. Então, nesse dossiê temos o texto de Rosa Maria Dias, de Rubira, o meu, que também serve como homenagem para Márcio, o de Flammarion, que também é dedicado a Márcio, o de Vânia e o de Éder, que são dedicados ao Ivo. E temos também uma vária, que é o texto da Alice Medrado, de Minas, da Silvia Faustino, da Bahia, daqui, na verdade, originalmente da USP, mas que atualmente dá aula na Bahia, formada aqui, mas dá aula na Bahia. E terceiro texto, que é uma resenha do último livro de Wilson. Então, eu acho que é isso. E parabéns, como eu falei, os nossos editores que se esforçam tanto para essa revista ser o sucesso que ela é. Qual é o próximo encaminhamento? André, eu só disse que para chegar aí é só procurar a Débora Nietzsche e ela já chega aí. Claro. Então, como disse o nosso editor, me dando uma bronca aqui pública, vocês sabem que, para encontrar essa revista, é só vocês entrarem no Cielo, ou simplesmente, pelo Google, colocar lá Cadernos Nietzsche Cielo, que vocês encontram
né? Não só esse número, naturalmente, mas os números anteriores também. Tá ok? Podem subir. Já posso descer também, né? Bem, dando sequência aos encontros, eu gostaria de lembrar novamente que esse 52º encontros Nietzsche, que homenageiam ao professor Scarlett Martin, foi, como eu disse na minha fala, mas outros já haviam dito antes de mim, já na abertura, inclusive, foi idealizado por Vânia, né, pela professora Vânia, Dutra de Azeredo Downing Hill, e nós do grupo trabalhamos a ideia, abordamos até chegarmos à programação atual. Mas Vânia também, naquele momento, trouxe uma outra ideia que foi muito bem acolhida pelo grupo. Essa ideia, ela, como disse, teve adesão de praticamente todos. Ela tinha, enfim, ela surgiu e tinha de ser, enfim, concretizada num curto espaço de tempo, porque eu gostaria de lembrar que os encontros esses deveriam ter ocorrido em outubro do ano passado, né, e não ocorreram por conta da greve, de uma greve dessa instituição, da USP. Enfim, tivemos de cancelá-lo. Bom, mas o projeto, que tinha de ser de forma expressa, era para outubro. Enfim, não ocorreu, os encontros não ocorreram. Bom, aí tivemos mais tempo, mas tudo já estava praticamente pronto, tudo já estava praticamente em andamento. Então, dado curto prazo que tínhamos para a concretização, infelizmente muitos colegas não puderam participar do projeto, enfim, por razões mais do que compreensíveis, embora enfim, num primeiro e num segundo momento, embora tenham se esforçado para estar nele. Bem, esse projeto que se realizou, né, enfim, gostaríamos de falar dele agora. Na verdade, eu gostaria que Vânia, que teve a ideia e que nos impulsionou o apresentasse. Então, deixa a palavra com Vânia. Certo, então, acabaram. Bom, então, dando continuidade, como o Ivo disse, o GEM resolveu, né, reconhecer que era necessário realizar uma homenagem para Scarlett, né, que formou a pesquisa Nietzsche no Brasil, né, tem esse reconhecimento, e uma das formas de fazê-lo é através desses encontros, mas também da discussão dos membros do grupo, do trabalho publicado por ela, da obra feita que nos formou. E, para isso, a gente escreveu um livrinho, né, Os Sentidos da Formação, que é composto pelos membros do GEM, né, em que a gente conversa com a nossa orientadora sobre os reflexos da orientação em nós. Então, lançamos aqui Os Sentidos da Formação, Festschrift para Scarlett Martin. A organização é Vânia Dutra de Azeredo e Ivo da Silva Júnior. Como o Ivo já falou, muitos dos colegas que não estão aqui presentes, eles lavam questões. Nós temos o prefácio
da professora Mônica Cragnolini, Scarlett Marton, pensadora e formadora nietzschiana, uma parte sobre a homenageada. Temos Scarlett Marton, a irrecusável busca de sentido, o texto da Vânia, o eterno retorno, segundo Scarlett Marton, André Taparica, o critério de avaliação das avaliações, um exemplo de finesse da análise filosófica, Wilson Fresati Júnior, a face oculta da moeda, a política na filosofia de Nietzsche, nos comentários de Scarlett Ivo da Silva Júnior, Scarlett Marton e o filósofo da suspeita, Luiz Rubira, cosmopolitismo cultural e nacionalismo musicais em Nietzsche, a propósito de uma leitura de Scarlett Marton, Márcio Silveira, para transvalorar os valores humanos, faz-se necessário um discurso acerca das forças cósmicas, do João Evangelista Tude de Mello, a crítica de Nietzsche ao utilitarismo, suas consequências para uma ética animal contemporânea, Alexander Gonçalves, Nietzsche, o mecanismo das avaliações, Éder Corbanese, uma nota schubertiana sobre o Zaratustra de Nietzsche, Stefano Buzzelato, da possibilidade de se extrair uma noção propositiva de humano na primeira sessão de Para Além de Bem e Mal, Márcia Rezende de Oliveira, Scarlett Marton e a recepção de Nietzsche na cena brasileira, Tiago Pantuzzi, nos domínios da felicidade, as perspectivas de Hadot e Foucault, vis-à-vis o pensamento de Nietzsche, Marcelo José das Neves, me orientando, Scarlett Marton e os estudos de recepção de Nietzsche no Brasil, como tudo começou, com anarquistas ou germanistas, Geraldo Dias, e 2 depoimentos. Saudação a Scarlett Marton, Rosa Maria Dias, saudação a Scarlett Marton 2, Olímpio Pimenta. Vamos levar o livro para a nossa... Bem, este pequeno volume, como Vânia bem disse, nem todos os colegas estiveram presentes. Na verdade, não só os atuais membros do GEM foram convidados, mas foram convidados praticamente todos os ex-orientandos. Essa era a ideia. Daí o título do livro, Os Sentidos da Formação. Bem, enfim, amanhã os livros vão estar à venda. Enfim, vamos deixá-los aí para quem tiver um interesse. Né? Enfim, não exatamente para comprar, mas se quiserem folhear, etc., estarão aí à disposição de todos. Okay. Então vamos dar sequência aos encontros. Agora com a conferência desta noite. Eu esqueci de algo. Um instante, por favor. Eu preciso da minha bolsa que está ali atrás.
Então vamos dar sequência aos encontros, como eu dizia, com a conferência dessa noite do professor Guillaume Métayer, que eu chamo para a mesa. Por favor, Guillaume. Obrigado. O professor Guillaume é diretor de pesquisa no CNRS, na França. Ele é antigo aluno da École Normale Supérieure, UDUM, como todos dizem. Esse é um ponto importante a enfatizar no universo francês. Doutor em literatura francesa. Guillaume, enfim, a gente bem vê que quando entramos em contato com ele, pessoa extremamente erudita, trabalha filosofia, história, recepção das luzes na França e na Europa Central. Trabalha autores como Voltaire, Anatole France e Nietzsche, assim como poesia húngara contemporânea. Guillaume tem também um trabalho de tradução do esloveno, do húngaro e do alemão. Tenho aqui comigo algumas traduções de Guillaume. Guillaume presenteou-nos agora recentemente com seu último trabalho, traduções de poemas de Schopenhauer, recém-publicados. Mas também tem de Nietzsche belas traduções, importantes traduções, uma delas Epigramme e uma de Porte, que são os poemas completos de Nietzsche para o francês. Né? Poème complet, publicado pela Belles Lettres. A parte, todo o trabalho de tradução do professor Guillaume Métayer, que é enorme, não só em quantidade, mas a qualidade, enfim, para quem entra em contato com os seus trabalhos, bem pode verificar, bem pode ver também, tem todo o trabalho de comentário, dentre eles, eu ressalto um deles, Nietzsche e Voltaire, de la liberté de l'esprit et de la civilisation. Bem, eu não vou me estender na apresentação do professor Guillaume Métayer, porque ela teria de ser longa, mas o que eu trouxe, eu acho que dá para dar uma ideia da importância do trabalho dele e da razão pela qual o convidamos para estar nesse momento tão importante aqui para o GEM. Então, agora eu deixo a palavra com Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume, que irá proferir a sua conferência dessa noite. Obrigado. Merci beaucoup, Ivo. Perdão. Perdão. A tradução, eu acho que todos já como ontem, né, podem ter acesso a partir do QR Code que está colado na porta de entrada desta sala. Okay? Assim, todos poderão acompanhá-lo, a conferência do professor Guillaume, sem nenhum tipo de problema. Não, já está lá na porta. Essa é de ontem, André, é de ontem. Guillaume, por favor. Eu falo português. Mais merci, je voulais remercier d'abord Scarlett Martin, Scarlett que je fréquente depuis quelques années depuis le séminaire de Paolo Di Orio à l'École Normale Supérieure. Déjà quelques années, je n'ai pas compté. Et pour être un peu à l'origine de ma venue ici à São Paulo et tisser des liens entre la France et le Brésil, bien sûr. Ou le Brésil et la France, je ne sais pas. Je remercie bien sûr aussi et surtout Vania qui a organisé toutes ces journées avec beaucoup de diligence et beaucoup de gentillesse et d'efficacité. Je voudrais remercier aussi Jorge
qui a relu et traduit avec moi le texte, la version portugaise de mon texte, et ainsi que Ivo, je viens de le faire, mais aussi tous les amis brésiliens qui m'ont soutenu et accompagné déjà pendant ces premiers jours à São Paulo, João, Wilson, Thiago, et enfin pour finir un ami non brésilien que je remercie aussi, mon doppelganger italo-paulista Stefano Busselato. Voilà. Alors, au fond, mon interrogation actuelle est la suivante. Pourquoi Nietzsche a-t-il eu recours à la poésie et comment? Surtout, qu'est-ce que cette écriture poétique apporte à l'expression de sa pensée philosophique? S'agit-il d'une simple illustration, d'un hors-d'œuvre, comme on dit, ou d'une opération au cœur même de sa pensée? Avant d'essayer d'y répondre, je voudrais commencer par poser un contexte qui éclairera un peu la situation, la question. On lit parfois que Nietzsche a toujours écrit de la poésie. C'est vrai en un sens, puisqu'il est indéniable qu'il a commencé à écrire des vers quand il était enfant, à peu près à l'âge de 10 ans. Nous en avons des traces dans les œuvres et les poésies complètes. Mais c'est tout aussi faux en un autre sens, car en réalité, Nietzsche s'est arrêté un bon moment d'écrire de la poésie quand il s'est plongé dans la philologie avec une telle intensité qu'aux vers de jeunesse ont succédé les notes en grec, en latin, les schémas et les stémas. Il y a des années entières sans poème, ou bien d'autres années avec à peine un ou deux compliments rimés de circonstances, rien à voir avec l'intensité de sa jeunesse. La sortie de cette période de mutisme poétique n'est véritablement effective, si l'on met de côté tel ou tel poème ponctuel, parfois d'ailleurs très important, comme Andy Melancholy, en 1872, auquel Scarlett Martin a consacré un petit livre où elle m'a fait l'honneur et le plaisir de faire figurer mon analyse de ce poème. La rupture avec ce mutisme n'a été effective que dans la période qui entoure le Gai Savoir, 10 ans plus tard, en 1882. Or, lorsqu'il renoue avec le vers, Nietzsche se spécialise dans un mode d'écriture poétique bien particulier, qu'il a certes déjà utilisé dans sa jeunesse, mais de manière plus extensive alors qu'intensive, beaucoup moins systématique, l'épigramme. Ce choix s'explique, à mon sens, par sa conscience très nette de l'usage philosophique qu'il peut tirer de cette forme, capable de former une synthèse efficace entre poésie et philosophie. L'épigramme, on le sait, est une forme brève, originellement une inscription réelle, par exemple sur une pierre ou une colonne, venue de l'Antiquité et qui donc est extrêmement familière à Nietzsche, mais il s'agit aussi d'un genre qui a été aussi très important dans la tradition moderne, en France, avec Voltaire, mais aussi en Allemagne, où toute une révolution poétique s'est cristallisée autour de ce genre, avec rien moins que Lessing, Herder, Goethe et Schiller. On peut ajouter 2 points à cette mise en contexte. D'une part, l'épigramme a pu déjà être utilisé ça et là et en passant par le premier maître philosophique de Nietzsche, Schopenhauer. Ivo en parlait tout à l'heure. Et je vais vous en donner un exemple, une simple inscription de Schopenhauer en marge d'un livre en 1837. C'est un livre de Cervantes traduit par Schlegel, qui développe August Wilhelm, bien sûr, qui développe le philosophème schopenhauerien du suicide comme retour aux sources de la nature. Donc vous avez la version allemande, Bruststimme, den Selbstmord einer ganzen Stadt, Cervantes hier geschildert hat, wenn alles bricht, so bleibt uns nur Rückkehr zum Urquell der Natur. Voix de poitrine, en français, c'est le suicide tout entier d'une cité que Cervantes ici nous a représenté. Il ne nous reste plus, lorsque tout se fracture, que le retour à la source de la nature. Ensuite, j'ajouterai que de manière intéressante, et contrairement à une partie de la veine d'épigrammatiste de Schopenhauer lui-même, que je n'ai pas le temps de citer ici plus abondamment, Nietzsche a justement rompu avec la nouvelle tradition allemande que je viens d'évoquer, pour l'enjamber et renouer avec celle des siècles précédents. C'est vrai d'abord du point de vue formel.
Ce Nietzsche adulte se refuse au mimétisme du rythme antique fondé sur la durée des syllabes et la mise en place d'un distique bancal, dit élégiaque, hexamètre, pentamètre, sans rime, que pratiquent Goethe et Schiller. Il ne se lance pas non plus dans une épigramme à la grecque du point de vue du fond, c'est-à-dire une forme de pointe finale au service de l'émotion tendre et sentimentale. Il se place résolument dans la tradition latine de l'épigramme ironique, voire sarcastique, dans la tradition de Martial. Pour autant, Nietzsche ne participe pas vraiment au renouveau esthétique du genre, qui, sous l'invocation du même Martial, fera des épigrammes vénitiennes de Goethe, via le lyrisme personnel de l'échec, du sale et du tronqué, une matrice de la modernité poétique, une forme anticipée des fleurs du mal de Baudelaire. Nietzsche utilise plutôt cette forme comme une arme philosophique, où tout ce qui est en deçà, le bas corporel de Barthes, par exemple, est bien présent, mais se trouve sublimé par la forme classique virtuose et par une allégresse de rigueur, la gaieté de la Gescience, la fröhliche Wissenschaft. Bien sûr, il ne faut pas négliger l'aspect musical de cette poésie, mais là encore, si Herder, en renouant avec l'épigramme grec, la rapprocha du Lied, ces poèmes se placent sous le signe de leur titre, tiré d'une opérette de Goethe, Scherz, List und Rache en particulier, que je vais étudier, puis de Max Bruch et Peter Gast. Ils peuvent donc être compris comme un analogone des airs légers, voire faciles, dans la lignée des compositeurs que Nietzsche affirme parfois préférer à Wagner, tels Offenbach et autres Italiens moins connus de son temps, dans la mesure où cette légèreté affichée ne se veut pas un signe de superficialité, mais la forme d'une victoire, et la victoire de la forme, sur des contenus profonds et sombres. Il s'agit donc du recours à un genre poétique mineur, écrit sur un mode majeur du point de vue de la tonalité musicale, dont les scintillements et les sautillements masquent le sérieux, à l'inverse d'une poésie philosophique qui mettrait en scène l'effort de recherche, voire l'attitude du sujet lyrique, comme cela se faisait beaucoup au XIXe siècle. On peut songer à l'adjectif pensif, si présent chez Victor Hugo, voire en sculpture au penseur de Rodin. J'avancerai donc un paradoxe. Outre la symbolisation métaphorique, ce recours renouvelé à l'écriture poétique apporte à Nietzsche, en raison même du choix de la forme brève de l'épigramme et de sa capacité de synthétisation, une certaine schématisation qui constitue un pas vers la modélisation d'un certain nombre de questions philosophiques. C'est ce point que je voudrais développer en m'intéressant en particulier à l'usage du dispositif du sujet lyrique et de sa brillante cohabitation avec un sujet philosophique dans la période du gai savoir, et plus particulièrement dans son prélude en rimes allemandes ou Vorspiel in deutschen Reimen, qu'est Scherz, List und Rache, plaisanterie, ruse et vengeance. Prenons donc Scherz, List und Rache et commençons par le début, son titre. De manière intéressante, le titre est donc un emprunt, alliance de 3 mots, suffisamment originale en elle-même d'ailleurs, pour que la citation soit facilement repérable. Il n'est donc pas marqué par une personnalisation, mais plutôt par un effacement du sujet lyrique, qui d'emblée donne la parole à un autre. Il est par ailleurs augmenté d'un sous-titre, Vorspiel in deutschen Reimen, qui n'exprime rien non plus d'un « je » et n'apparaît pas non plus comme très personnel. Le sous-titre peut lui aussi être lu comme un collage de citations. Vorspiel, là où l'on aurait pu attendre Vorrede, comme à l'orée du Zarathustra, ou de Menschliches zu Menschliches, ou encore Vorwort, comme dans le cas Wagner, l'Antéchrist, le crépuscule des dieux, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner, peut sembler une référence au Musikdrama wagnérien. L'Or du Rhin est ainsi un Vorspiel du Ring tout entier, tandis que moult créations de Wagner comportent des Vorspiele dans le Ring et hors du Ring, Tannhäuser, Tristan und Isolde, etc. Lorsqu'il parle des Grecs, en effet, Nietzsche utilise plutôt le terme grec et technique, prologue. L'expression « in deutschen Reimen » est elle aussi intéressante, déjà parce qu'elle fait référence à une langue, c'est-à-dire non pas à l'individu, qui pourrait être à la base de la construction d'un sujet lyrique, mais à sa collectivité linguistique d'appartenance. Or, cette expression « in deutschen Reimen », que je crois personne n'a vraiment commentée, existait avant Nietzsche
et avant le Festspiel in deutschen Reimen de Gerhard Hauptmann, datant de mai 1913. On la trouve par exemple dans une version de Eulenspiegel, Till l'Espiègle, de l'époque de Nietzsche, due à German Meurer. Der neue Eulenspiegel, wie er für unsere Zeiten passt, in deutschen Reimen, abgefasst von German Meurer, publié à Paris, chez Mauritius, en 1882, la même année que Le Gai Savoir. En attendant d'en apprendre plus sur cette œuvre, on peut noter ce qu'en dit un compte-rendu dans la presse du temps. Je cite, « Une sorte de bréviaire laïque, munie de pointes solides, parmi les plus acérées. On pourrait ranger le poème « Ce qui est en cours, contribution à la chronique du pays du Rhin, etc. » Caractéristique de l'auteur est déjà la devise de son recueil. « Schrieb ich, ohne zu gefallen, auch nur einem, es wär mir greulich. Doch gefiel dies Werkchen allen, hielt ich selbst für ganz abscheulich. » Tentons une traduction. Si j'écrivais sans plaire à nul, ce me serait abominable. Mais si à tous plaît l'opuscule, je le tiendrais pour détestable. Dans ce quatrain, on a presque, de manière plus filandreuse évidemment, l'opposition du sous-titre d'Also sprach Zarathustra, un livre pour tous et pour personne. Mais elle est tournée ici dans l'autre sens. Meurer ne voudrait ni que son livre ne plaise à personne, ni qu'il plaise à tous. Nietzsche aurait-il inversé sciemment ce motif? Connaissait-il ce texte, lui dont les rimes allemandes sont tellement espiègles? S'il cite le roman de Renard, il semble ne jamais citer la légende d'Eulenspiegel, personnage qui pourtant renvoie lui aussi au nard, au fou ou bouffon, omniprésent dans ses vers à cette époque même. Plus généralement, Nietzsche connaissait-il Meurer, écrivain proche de Ludwig Borne et de Heinrich Heine et des milieux communistes qui vécut à Paris à partir de 1833? Il ne semble pas qu'il le cite, pas même dans ses œuvres de jeunesse. Toutefois, l'essentiel n'est pas là, mais dans le retournement de ce qui semble un topos. Ni à personne, ni à tous, devenu pour tous et pour personne. On notera aussi dans le titre de Meurer l'usage de abgefasst. Il s'agit d'une simple rédaction. Voici donc quelques exemples de l'apparition de cette expression, trouvés au gré de quelques sondages dans les catalogues des bibliothèques allemandes. Theodicee oder Erhabenheit Gottes in deutschen Reimen von Nicodemus, Dresden, 1834. Dresde. Il s'agit d'une œuvre du théologien et philosophe, en fait, Nicodemus est un pseudonyme, Christian Hermann Weisse, philosophe théologien évangélique, né et mort à Leipzig, 1801-1866, Leipzig, qui fut à l'origine de la théorie des deux sources de l'évangile. Nietzsche, pour le coup, le connaissait. Et je pense que c'est lui qu'il cite avec dédain dans un fragment de l'été 72, début 73, où il parle du Buch, du livre des verdrehten Leipziger Philosophen Weisse. Il l'évoque une autre fois dans une lettre à Karl von Gersdorff du 11 octobre 1866, comme le philosophe de Leipzig. Dans cette lettre, Nietzsche fait l'éloge de Leipzig, cette ville, et exprime son intérêt obsessionnel pour elle. Il le fait simplement pour mentionner en passant que Weisse a succombé à une épidémie de choléra. Mais il le connaissait. Nietzsche savait-il pour autant que Weisse était le Nicodemus de cette théodicée en rimes allemandes? Connaissait-il même cette œuvre? Difficile à dire. Mais cela donne une indication contextuelle supplémentaire sur le syntagme figé de ce sous-titre dans la langue de l'époque. Il s'agit bien d'un genre mineur, l'illustration d'une pensée, son ornementation, sa diffusion par une poésie ancillaire, ancilla theologiae ou philosophiae. Nous sommes donc bien loin de la poésie qui mène la philosophie, loin de Heidegger, pourrait-on dire. Toutefois, l'exemple de Weisse n'est pas totalement caractéristique. Cette expression caractérise de longue date moins les rédactions que les traductions en vers classiques. C'est surtout ainsi qu'on la rencontre sous deux formes principales. La première forme est la traduction d'auteurs antiques, par exemple du fabuliste latin Phèdre, avec le Phaedrus in deutschen Reimen de Franz Xaver Weinzierl à Munich en 1796. Weinzierl est un philologue qui a travaillé sur Sallust, Cicéron, traduit la Batrachomiomachie d'Homère, der Froschmäusekrieg. Nietzsche ne le cite pas à ma connaissance, mais enfin, cela donne aussi l'idée d'un contexte, tout comme, entre autres, les Trauerlieder des Publius Ovidius Naso in deutschen Reimen d'un certain Michael Lori à Augsbourg en 1762. Ces références confirment le pas en arrière que fait Nietzsche, du point de vue esthétique dans ses œuvres, ses poèmes, qui expliquent
peut-être parfois le peu d'estime qui leur ont été accordés, par exemple par Ernst Bertram dans son essai de mythologie. En un sens, on pourrait dire qu'il s'agit d'un néoclassicisme de philologue, et par là qu'une caractérisation du sujet lyrique apparaît, même si ce n'est qu'en creux, dans le silence du « je » de ce titre. La deuxième source de cette expression, dans les traductions, est elle aussi très intéressante dans un contexte nietzschéen. On trouve ainsi par exemple une Psalmenübersetzung in deutschen Reimen, due à un certain Wolfgang Seiler, et dès le XVIe siècle, Daniel Holzmann, vom den Namen, Herkommen und Ursprung der ersten weltlichen Obrigkeit in deutschen Reimen. Parfois, on a une autre expression, in deutsche Reime gebracht, voire in deutsche Reime gebracht, ce qui souligne encore, comme chez Meurer, le caractère, pour ainsi dire, artisanal d'une mise en vers. Surtout, on l'a compris, aux deux derniers exemples, cette expression est hantée par un arrière-fond théologique, la traduction en langue vernaculaire du texte sacré, en particulier des psaumes, Psalmenübersetzungen, une invention du protestantisme allemand, qui existe aussi en France avec Marot. Ces traductions des psaumes sont très connues, Clément Marot, puisqu'il s'agit de chants d'église qui doivent être accessibles au peuple, sans perdre leur poéticité. Ces psaumes, in deutschen Reimen, sont donc le pendant poétique de la Bible de Luther. Ce qui est très intéressant pour nous, non seulement en raison des origines protestantes et pastorales de Nietzsche, bien sûr, mais surtout parce qu'il avoue lui-même avoir, plus tard, au moment de Also sprach Zarathustra, abandonné la rimaillerie, les petites rimes faciles, pour suivre le modèle de la Bible de Luther. En somme, ces deux éclosions poétiques tardives, l'épigramme et la prose néo- et post-évangélique, touchent à deux formes de la tradition littéraire protestante, mais aussi d'ailleurs les deux à la question de la traduction. On a donc peut-être ici des éléments de réponse à l'interrogation de Sebastian Kaufmann dans son commentaire du Gai Savoir. Weshalb Nietzsche schließlich jedoch nicht den Untertitel Vorspiel in deutschen Epigrammen, sondern stattdessen Vorspiel in deutschen Reimen wählte, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Pourquoi est-ce que Nietzsche n'a pas dit c'est un prélude en épigrammes allemandes, mais un prélude en rimes allemandes, on ne sait pas. D'ailleurs, Nietzsche, me semble-t-il, a parlé avec enthousiasme de ses épigrammes à ses amis, mais il n'a jamais envisagé ce titre, Vorspiel in deutschen Epigrammen. Je pense que c'est une interpolation du commentateur, puisque précisément, il y a toute cette tradition de in deutschen Reimen. Ainsi, on peut raisonnablement penser que l'expression, riche de ses connotations modestes, appliquées, bien pensantes, était dans l'oreille de Nietzsche, et qu'en y recourant, le philosophe pratique une manière de clin d'œil parodique et auto-ironique. L'expression « en rimes allemandes », on le comprend, ravale en effet le sujet lyrique à ses rangs inférieurs d'adaptateurs zélés et d'artisans du vers mis au service d'une bonne cause, ce qui dessine en creux un portrait du poète où tout est volontairement de deuxième ordre. Le titre est emprunté, le sous-titre en un sens aussi. Les poèmes se confondent avec de simples rimes dans une langue donnée. De fait, cette expression mérite aussi un commentaire et non seulement une contextualisation. Il ne s'agit pas de rimes allemandes au sens nationaliste du terme, contrairement à ce que fait Wagner en ressuscitant le Stabreim, la rime bâton, littéralement, c'est-à-dire l'allitération germanique traditionnelle, mais simplement de vers qui riment dans la langue allemande. Le mot rime est une synecdoque pour le mot vers, mais aussi une précision sur la nature de ces vers, rimés et métriques. Le terme de Vorspiel renforce aussi, au moins partiellement, la mise en scène concertée de l'aspect mineur de ce texte par son auteur lui-même, puisqu'il s'agit de ce qui ne fait que précéder, d'une part, vor, ce qui n'a pas encore vraiment commencé, et d'autre part d'un simple jeu, Spiel, ce qui est d'ailleurs l'un des termes traditionnels, l'usus, par lequel les épigrammatistes latins décrivent leurs poèmes. Certes, Nietzsche pense à Wagner et à la musique et donnera aussi plus tard du lustre et de l'emphase au terme de Vorspiel et à l'idée de prélude d'une philosophie de l'avenir, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, qui deviendra le sous-titre de Jenseits von Gut und Böse, mais il s'agit principalement ici d'une stratégie ironique classique, se déprécier soi-même, comme cela peut être d'usage dans une captatio benevolentiae, pour mieux se moquer d'autrui, promener un regard de dérision sur les objets et les autres sujets,
sous couvert de déprécier le sujet lyrique lui-même, qu'est l'auteur. La cible est en particulier Wagner, on l'a compris. Par le génie de la condensation, Verdichtung, propre à la fois au Witz, selon Freud, et à la poésie, Dichtung, on note donc déjà l'apparition en creux d'un sujet lyrique qui n'a rien à voir avec le sujet poétique traditionnel de l'époque romantique et sentimentale, mais apparaît comme un sujet ironique, et par là, bien sûr, tendanciellement déjà, un sujet philosophique. Je vais maintenant, ces prémices posées, tâcher à présent d'observer le fonctionnement de ce « ich » dans les poèmes, en me concentrant sur un nombre limité d'aspects qui me semblent importants. S'agit-il d'un ich autobiographique, d'un ich personnel, d'un je personnel? En fait, il n'y a pas grand-chose de vraiment personnel par rapport, par exemple, à Ecce Homo dans ses poèmes. Prenons justement le poème fameux qui s'appelle Ecce Homo, le 62, que l'on considère volontiers comme une prise de parole personnelle, même si l'expression biblique n'a pas encore servi de titre à Nietzsche. Peut-être est-ce le cas, peut-être est-ce personnel, mais le ich en question est surtout dépeint par le poème dans son fonctionnement, à travers la métaphore filée de la flamme qui consume et se consume sans jamais s'arrêter, laisse le charbon après elle. Cela pourrait très bien n'être qu'un sujet typologique, ancré dans le je nietzschéen, mais formalisé et universalisable dans les limites de son axiologie. De même, il y a encore plus évidemment un retour sur sa propre activité philosophique dans un poème intitulé « Humain trop humain, un livre », le 53. Donc il y a des traces biographiques de Nietzsche philosophe, mais il s'agit aussi de parler d'un livre et non d'un homme. Par ailleurs, cela s'explique parce que l'épigramme est souvent une forme de l'épigraphe, un genre que Nietzsche affectionne également, que l'on songe à l'épigraphe en vers, à l'ouverture, à l'orée du Gai Savoir, ou encore à Sanctus Januarius, à l'entrée du livre 4, ou à l'épigraphe en vers de l'édition de 1887, Ich wohne in meinem eigenen Haus, j'habite ma propre maison. Dans les 63 poèmes de Scherz, Liszt und Rache, il y a pas mal d'adresses aux lecteurs de type épigraphique, qui appartiennent aussi au goût de Nietzsche pour les péritextes, les postfaces et en particulier les préfaces, à commencer par le premier poème du Vorspiel, repris par le paragraphe 50, le poème 54, mais aussi celui qui clôt Humain trop humain. Certes, on peut retrouver le Nietzsche promeneur, arpenteur des montagnes et des villes dans le poème 52, Mit dem Fuß schreiben. Bien sûr, on peut penser que le sage der Weise, qui est décrit comme une nuée au-dessus du peuple, est un autoportrait, mais dans l'ensemble, le substrat biographique est peu présent dans ces poèmes. Ces épigrammes n'ont pas grand-chose, sinon rien à voir avec le Goethe et ses épigrammes vénitiennes, qui reposent sur la transformation de l'anecdote et de l'humeur personnelle en esthétique de la circonstance et de la déréliction. Pas la moindre circonstance ici. L'épigramme n'est pas composé, comme l'a décrit Hegel, à la manière d'une inscription occasionnelle, d'une poétisation de la contingence. Sans doute les chercheurs pourront-ils, avec le temps, décrypter plus de contexte, mais l'autobiographème n'est pas central ici dans la stratégie poétique nietzschéenne, ou du moins le sujet lyrique et philosophique est bel et bien construit à une certaine distance, et même une distance certaine, du matériau biographique. Il fait l'objet d'une sublimation et d'une formalisation que nous allons voir tout à l'heure. En attendant, on peut remarquer qu'inversement, beaucoup de « ich » dans le recueil ne semblent pas un « je » personnel. Fut-il surzumé, si on peut dire, aufgehoben, ou sublimé par la poésie de Nietzsche. Par exemple, dans le poème 48, le « je », qui, parce qu'il a une montre autour du cou, associé par ailleurs d'un point de vue philosophique à la loi, est devenu insocible au temps tel que la nature le fait sentir à l'homme, apparaîtrait plutôt comme un anti-Nietzsche. De même, le chercheur, qui est tellement schwer, tellement lourd, qu'il tombe jusqu'au Grund, peut-être qu'il tombe même sur son Grund, au poème 44, et qui dit « je », est-il vraiment un portrait de Nietzsche, en acrobate de la chute? Le Geist der Schwere est plutôt critiqué par Nietzsche, et l'on pourrait, même beaucoup, et l'on pourrait songer au fait qu'il ne s'agit donc pas de lui, mais au contraire d'une satire de la lourdeur qui se prend pour la recherche. Inversement encore, le « R » peut être un « I », par exemple dans un poème Neidlos, sans envie. Voilà, je vous le dis en français peut-être, sans envie. Vous honorez ses yeux qu'aucune envie ne voile. Lui n'a pas un regard pour vos honneurs, pas un. Son œil d'aigle rivé sur le lointain ne vous voit pas, il ne voit qu'étoile, étoile.
il, mais peut-être aussi je. Semblablement, les tu. Et le tu est souvent une forme du je, mais pas toujours. Le poète s'adresse aussi en les tutoyant à des disciples imaginaires et même à une étoile dans le célèbre poème 63, le dernier du recueil, où l'on comprend bien sûr qu'il s'agit d'un modèle personnel et philosophique, d'une forme métamorphosée et métaphorisée de sujets lyriques et philosophiques. En somme, et sans pousser plus loin, pour l'instant ce premier sondage, il apparaît que le recueil propose une politique des pronoms personnels qui tente à brouiller le message, à l'offrir au décryptage des lecteurs. Une stratégie qui aboutit ainsi à décentrer sans cesse le sujet lyrique et par conséquent le sujet philosophique, au sens où dans ce recueil, si l'ego est un cercle, son centre serait partout et sa circonférence nulle part. On peut penser à ce qui a été dit hier sur la juxtaposition, le masque et la prosopopée, dans la discussion de la conférence de Maria Cristina Fornari. Cela va naturellement de pair avec la conception nietzschéenne du sujet, qui n'exclut bien sûr pas l'axiologie entre les actions et les positions décrites, par-delà leur inscription dans tel ou tel sujet, tel ou tel pronom personnel. Cela s'apparenterait même plutôt à une stratégie de transmission cryptée de cette axiologie que de la détacher ainsi de ses incarnations littérales afin de laisser au lecteur la part du jeu et de l'interprétation. Voilà pour le premier point. Le deuxième point consisterait donc à observer la construction et le comportement d'un « ich » de convention qui n'est pas le poète-philosophe lui-même, mais un instrument philosophique et poétique pour aborder et dans le poème schématiser des questions liées à une philosophie des relations entre le sujet principal, ses objets et les autres sujets qui l'entourent. La résolution des problèmes de relations intersubjectives et l'invention de méthodes de dépassement des obstacles de l'objet. On a déjà noté que le « je » était présent, mais discrètement dans le titre. Il apparaît toutefois dès le premier vers du premier poème, sous la forme initiale d'un adjectif possessif personnel à la première personne, meiner Kost. S'il y a un « je » dans ce premier poème, c'est donc un mien, puis un « à moi », mais jamais un « je sujet ». Et surtout, c'est toujours un « moi » en relation avec les autres, qui sont premiers, dans une adresse, un « ihr », un « vous » que l'on tutoie, un « ihr » et non un « sie ». D'abord sous-entendu dans le verbe conjugué, wagtes mit meiner Kost, ihr Esser. Ensuite sorti en pronom tonique, ihr Esser, puis décliné, euch, etc. De manière intéressante, le poème se tourne de plus en plus vers le moi, sur lequel sont centrés les deux derniers vers. Meine alten 7 Sachen, mir, meine alten 7 Sachen, mir zu 7 neuen Mut. L'essentiel est bien que le sujet est conçu et construit en interaction et même en interactivité, si l'on peut dire, avec le « vous ». C'est le goût que les mangeurs-lecteurs apprennent à prendre du livre de Nietzsche, qui donne au moi courage pour 7 nouveaux plats. Nietzsche met en place ici un dispositif d'une grande originalité que l'on pourrait assimiler à un passage de relais, à plusieurs étages, entre le sujet et ses interlocuteurs, plus ou moins imaginaires. Le goût, schmeckt, mais aussi Kost, des mangeurs-lecteurs se modifie avec le temps grâce à l'aliment lui-même, par l'habituation, puis les mangeurs renvoient à l'auteur l'impulsion de continuer son œuvre. La temporalité mise en place est d'une grande simplicité. Demain et après-demain, morgen, übermorgen. Ce qui sous-entend, là encore, une formalisation qui participe de l'arrachement du « je » à la littéralité de la vie quotidienne, de la même manière que le fait l'usage du chiffre 7, numérologie à la fois biblique, antique et de contes de fées. La poésie est bien un espace parallèle qui permet une formalisation et une symbolisation différentes de la prose, mais propice à la mise en évidence des structures fondamentales. La condensation poétique permet ainsi de mettre en scène au moins 4 dimensions temporelles, aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain, au moment du retour au « ich », au « je ». On peut ajouter que le mot allemand à la fois très simple de übermorgen est, dans le cas de Nietzsche, lourd de sens. Il s'agit bien du préfixe « über », celui qui va pulluler dans le forêt de Also sprach Zarathustra et devenir le préfixe de l'Übermensch. L'Übermensch est certainement un Mensch pour übermorgen, dont le goût s'est affermi. On trouvera d'ailleurs la même anticipation du jeu zarathustrien sur le préfixe über dans le poème 47, Niedergang. Il s'agit donc d'une schématisation très intéressante où le rapport du ich au ir n'est pas de pure opposition mais d'interaction.
Pour le sentir plus précisément, on peut brièvement comparer ce poème du postlude, cette fois, Narrspiel, de Humain trop humain, et constater que là aussi, il y a une interaction entre le Ich et une collectivité, le Wir, le nous. Et cette fois, il s'agit encore de l'épure d'une dynamique interpersonnelle, mais non pas sous la forme de la ligne brisée et ascendante du relais, comme on l'a vu, mais de la ligne décroissante du rire qui mène jusqu'à la fosse. Si j'ai bien réussi, nous préférons nous taire. Si j'ai mal réussi, nous préférons en rire. Et toujours plus mal réussir, plus mal réussir, plus mal rire, jusqu'à tomber 6 pieds sous terre. Le Ich est bien, dans les deux cas, un sujet lyrique et philosophique, qui s'est schématisé lui-même pour mieux schématiser différents types de relations avec une collectivité, de Ir, vous, ou de Wir, nous, et explorer ainsi sa propre réception, sa propre influence intellectuelle. La forme de l'épigramme, sa brièveté, son système de condensation par le vers et les rimes, son recours à un sujet lyrique facilement délesté des lourdeurs et des détails du matériau biographique, s'avère un instrument essentiel de cette double schématisation. Le poème suivant, le deuxième de Scherz, List und Rache, je ne vais pas tous les faire, je vous rassure, met en scène lui aussi un Ich lyrique qui évoque au fond la même question de la résistance vaincue et de la manière dont le sujet en tire une énergie nouvelle, paradoxale. Mein Glück, seit ich des Suchens müde ward, lernte ich das Erfinden, seit mir ein Wind hielt widerpart, segle ich mit allen Winden. Ma chance, depuis qu'à chercher je fus là, j'ai appris à trouver vraiment, depuis qu'un vent me résista, je fais voile avec tous les vents. Pour naviguer avec tous les vents, il faut intégrer le vent contraire à son plan de navigation, à la manière, si l'on veut, dont Plutarque enseigne à tirer profit de ses ennemis. Cela permet d'utiliser ce qui est contraire et de l'ajouter aux autres vents, à l'ensemble de tous les vents, mais aussi peut-être de se placer pile au point où tous les autres vents sont favorables. Ce poème partage avec le précédent l'inversion de la négation, aboutissant à un bel élan, non plus le relais qui ouvre sur les 7 nouveaux après ou 7 nouveaux plats, mais la tactique qui permet d'avoir tous les vents avec soi et de voguer fièrement de l'avant. Là encore, le Ich dépersonnalisé jusqu'à la métaphore nautique permet la mise en place d'une schématisation philosophique de l'obstacle surmonté. Ici, l'intérêt de cette construction me semble résider dans la géométrie implicite de l'avancée linéaire finale, qui est déclenchée par la rupture drastique établie d'abord entre le chercher et le trouver, un point philosophique profond et une réponse à Jésus, qui n'avait fait pour sa part que réarticuler et inverser, chercher et trouver, sans les décorréler. On peut associer ce poème au célèbre Fürtänzer, le 13e, Glattes Eis ein Paradies für den der gut zu tanzen weiß, glace pour les danseurs, glace sans pli, paradis pour le danseur averti. La glace est certes un obstacle paradoxal car lisse et fragile, mais c'est bien aussi une surface sur laquelle on s'appuie, comme sur le vent qui fait résistance. Widerpart, mot rare dans l'œuvre 3 fois, sinon dans Menschliches allzu Menschliches, et Aurore, et donc mot important du recueil. L'obstacle est transformé en général au bénéfice du sujet philosophique, mais l'absence totale d'obstacle peut être aussi une grâce, d'un autre type peut-être, puisqu'elle permet la danse. Ce n'ont cela que des exemples parmi d'autres, car nombre de poèmes reprennent cette construction, où le sujet lyrico-philosophique met en scène le dépassement des obstacles liés aux objets ou aux autres subjectivités. Le caractère hors-sol du lyrisches Ich permet d'ouvrir un espace intermédiaire entre réalité concrète et généralité spéculative qui confère sa valeur particulière à ces poèmes. Pour continuer un moment une lecture cursive, le 3e poème, Unverzagt, intrépide, reprend cette structure sous la forme d'une opposition entre un tu et les dunklen Männer, des hommes obscurs que j'ai identifiés aux ennemis du réformateur esprit libre Ulrich von Hutten, Obscurorum Virorum, les Epistolae Obscurorum Virorum, une nouvelle collectivité avec laquelle le tu entre en interaction. Wo du stehst, grab tief hinein, drunten ist die Quelle, lass die dunklen Männer schreien, stets ist drunten Hölle. Intrépide, là où tu es, creuse profond, ici, la source est sous terre. Laisse les hommes obscurs qui crient, sous terre est toujours l'enfer. La relation est placée là encore sous le signe de la contradiction, parfaitement symbolisée par l'écriture poétique, avec la reprise à peine modifiée en chiasme du vers 2, drunten ist die Quelle, par le vers 4, stets ist drunten Hölle. Apparemment, il ne s'agit que de laisser, las, les autres parler, mais en fait, on comprend que l'objection des hommes obscurs, vos confirmations symptomatologiques,
et est sans doute, elle aussi, mais par l'inverse, contrairement au mangeur du premier poème, un stimulant de l'action entreprise. L'interprétation du ressentiment des hommes obscurs joue le rôle de baguette de sourcier, pour le psychologue des profondeurs immoralistes. L'interprétation des autres, une fois interprétée, offre en effet un indice sur l'objet lui-même. C'est bien une résolution nietzschéenne des apories de la subjectivité que l'on trouve dans ce poème grâce à l'usage d'un sujet lyrique schématisé et grâce à la formalisation avec l'effet de rime et de quasi-homophonie des termes Höhle et Quelle, qui permet de mettre en lumière, par un effet de loupe, les deux interprétations. La proximité sonore des deux termes et la répétition de Drunten font ressortir que les deux groupes de sujets, personnels et collectifs, visent bien le même objet, et que le je implicite, cette fois en retrait pour s'adresser au tu, au doux, est capable de dénouer ce malentendu. On pourrait développer à l'infini les exemples de la schématisation conjointe du je, du vous, du nous et des problèmes philosophiques traités par cette conjonction. Nombre d'exemples y conduiraient. Par exemple, Meine Härte, le 26, qui montre une exploitation des sujets collectifs réduits à des degrés, Stufen, par le sujet individuel, tout en élaborant une métaphore qui sera reprise dans Zarathustra. Tu es dur, sommes-nous de pierre? On pourrait citer le poème 30, le prochain, qui explore cette fois la question de la bonne distance entre le sujet et cet autre sujet qui est der Nächste, littéralement le plus proche. La schématisation géométrique va de pair avec la métaphorisation et avec l'appareil poétique, la rime de Ferne, loin, avec Stern, étoile, ouvrant sur la métaphore stellaire, propre à la poétique nietzschéenne de l'amitié, et sur un motif cosmique que l'on retrouve aux poèmes 40, 48 et 63, jouant tantôt de la ligne droite, tantôt de la ligne brisée, tantôt de la ligne circulaire de l'orbite. Le poème 25, Prière, Bitte, reprend à bras-le-corps la question de la bonne distance, d'une manière qui était d'abord schématisée avant d'être biographisée par Nietzsche lui-même autour de son rapport avec Lou Salomé. Il s'agit en même temps de la recherche d'un mythe, comme dans le poème 6 sur la bonne hauteur, donnant la plus belle perspective. Signe du tressage de ce recueil, signe du fait que les formalisations autour de la question du sujet, de l'objet et des autres sujets se combinent et se complexifient en un réseau non seulement d'images, mais de schémas, dans un entre-deux entre logique et poésie. Dans ce type de dispositif, on pourrait citer le poème d'Verächter, qui met encore en scène l'opposition du ich, je, et du ihr, vous, pour lancer la métaphore du débord, des Becher, du Vorrede de Zarathustra. Cette fois, il s'agit de thématiser le rapport à autrui sous l'angle de l'abondance. On pourrait citer une autre modalité d'opposition du ich et des ihr dans le poème 9, Meine Rosen, qui propose non plus un dépassement de la difficulté par le sujet lyrique, mais une incitation à dépasser les difficultés que pose sa propre philosophie à travers la métaphorisation topique des roses et des épines. On pourrait voir dans le poème 12, An einen Lichtfreund, une manière parallèle de dépasser l'obstacle que proposait la résistance du vent, cette fois exprimée par l'éblouissement du soleil. Là encore, la malandrage de Nietzsche se retrouve dans le conseil interpersonnel de suivre le soleil dans l'ombre, en restant à l'ombre ou en décryptant ses ombres. Mais le poème 7 est sans doute celui qui propose l'une des illustrations les plus brillantes de cette pensée en poème. Vademekum, vadetekum. Es lockt dich meine Art und Sprach, du folgest mir, du gehst mir nach, geh nur dir selber treulich nach. So folgst du mir, gemach, gemach. Tu aimes mon allure ainsi que mon propos, tu marches toujours dans mon dos, mais suis fidèlement tes propres pas plutôt. C'est ainsi que tu me suivras, piano, piano. Cette fois, le je et le tu sont placés dans une logique de dialogue subverti, de maître à disciple, avec des impératifs, geh et l'adverbe gemach, répété à l'exclamatif, qui est une forme d'impératif, pour proposer une schématisation encore plus complexe que le relais, le dépassement de l'obstacle ou le parallélisme en chiasme que nous avons déjà vu. Il s'agit ici non pas d'une résistance, mais d'une nouvelle décorrélation, comme dans le chercher et le trouver, aboutissant à une nouvelle forme de corrélation, en un nouvel énoncé paradoxal. Nietzsche utilise bien la figure du sujet lyrique et philosophique sublimé, et non d'un sujet biographique, pour explorer cette nouvelle dynamique des corrélations et des relations. Ici, il arrive à proposer un découplage d'un type nouveau,
une course-poursuite paradoxale où le sujet devient l'autre en devenant lui-même. Ce qui est rendu poétiquement par le recours à une strophe bâtie sur une seule et unique rime allemande. Ce modèle novateur est repris à l'inverse par le poème 23, Interprétation, qui reprend la question du rapport du je et de l'autre. Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein. Ich kann nicht selbst mein Interprete sein. Doch wer nur steigt auf seiner eigenen Bahn, trägt auch mein Bild zu hellem Licht hinan. Si je m'explique, alors je m'empêtre. Je ne puis être mon propre interprète. Mais celui qui va sur sa propre voie met aussi au clair mon image, à moi. On pourrait commenter la forme poétique, la reprise ironique de hinein par hinan, les jeux de mots humoristiques sur auslegen, expliquer, et hineinlegen, s'empêtrer. Mais l'essentiel est de constater à nouveau que le dispositif du sujet lyrique au sein de la forme épigrammatique permet de modéliser à merveille les questions liées à la connaissance de soi et que la réfutation nietzschéenne du gnotisséoton repose notamment sur la réintroduction de l'altérité au singulier et au pluriel. Connais-toi par l'autre, en somme. Par là, Nietzsche ne se contente pas de remettre en cause l'injonction socratique de se connaître soi-même. Il s'en prend aussi à la psychologie classique de l'inférence analogique qui en était la deuxième étape, tournée vers les autres. Contrairement à un certain ethos romantique, les constructions poétiques nietzschéennes de cette période permettent de sortir le sujet lyrique et philosophique de sa solitude et de le prendre continuellement et principiellement dans son rapport à la présence, à la proximité et parfois à la promiscuité des autres sujets, ainsi qu'à la résistance des objets. Pour conclure, on comprend donc l'importance de cette étape dans l'écriture philosophique nietzschéenne qu'a constitué la mise en épigramme de ces philosophèmes, c'est-à-dire leur élaboration dans le cadre d'une forme qui ouvre de deux côtés, le schéma et la métaphore, le côté de la science et celui de la poésie. De cette recherche de formalisation, l'imaginaire d'Ainsi parlait Zarathustra, je pense à l'opposition entre charbon et diamant, le trajet du soleil, le parcours des étoiles, l'aigle et beaucoup d'autres, a bien sûr abondamment hérité. Mais lire ces poèmes de près, tous ensemble sous la forme d'un recueil, comme pour n'importe quel autre poème, et non pour en tirer des illustrations d'idées ou des corroborations d'autres textes, permet peut-être de voir plus nettement certains schémas de pensée nietzschéens, leur organisation spatiale et leur formalisation dynamique. En somme, la lecture de ces brefs poèmes, apparemment mineurs, nous offre peut-être une clé pour comprendre l'efficacité et le succès de la philosophie nietzschéenne. La création d'une langue qui cherche ce qui est commun à toutes les langues partielles et à leur subjectivité propre. Langue philosophique, langue poétique et même langue de la schématisation d'inspiration scientifique. Nietzsche inventerait en somme dans le poème réduit à son épure, qu'est l'épigramme, un point d'intersection entre langage poétique, scientifique et philosophique, en même temps, bien sûr, qu'entre sujet lyrique, sujet logique et cogito philosophique. Obrigado, muito obrigado. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta belle conférence. Bom, eu deixo a palavra com o público agora, para que possamos dialogar com o professor Guillaume Métayer. Stefano, por favor. João? Stefano già. Pode nos auxiliar. Stefano fará a primeira questão. Francese, no? Alors, merci beaucoup. Et j'aurais beaucoup de questions. Mais tu sais, je te l'ai dit que je t'admire beaucoup. Parce que je suis en train de faire ton travail. J'ai vu quel travail dur tu as fait. Et surtout parce que tu as permis de découvrir Nietzsche poète. Et seulement un petit, énorme question. Je voudrais écouter ton avis sur
le Nietzsche poète techniquement, qu'est-ce que tu penses? Parce que, par exemple, en Italie, nous pensons que c'est un poète mauvais. Mais je suis convaincu que ça vient parce que nous avons traducteur des poésies de Nietzsche mauvaises. Merci beaucoup, Stefano, pour cette question. Peut-être il faut traduire. Quelqu'un va traduire, peut-être Stefano perguntou para o professor Métayer o que ele pensa a respeito das poesias de Nietzsche, em italiano, em termos técnicos, né? Em italiano, diz Stefano, enfim, quando se lê Nietzsche, parece não um bom poeta, mas talvez seja porque os tradutores não são tão bons assim. E Stefano enfatiza com certeza. Pergunta, portanto, se de fato é isto ou se tecnicamente Nietzsche não seria ou não foi um bom poeta. Merci. Oui, c'est une question énorme, comme tu dis, massive, bien sûr. Et une partie de ce que tu dis me semble tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en France aussi, il y a eu beaucoup de mauvais traducteurs. C'est-à-dire aussi parce qu'il faut bien dire que beaucoup de traducteurs de Nietzsche étaient surtout des gens formés aux idées philosophiques, à la philosophie, qui sont passés par une formation très spéculative et qui n'avaient pas une formation extrêmement littéraire et poétique. J'ai connu des philosophes, des Nietzschéens, qui m'ont dit « mais moi j'ai traduit les poèmes, ah oui, je suis allé à la ligne ». Alors évidemment, Nietzsche, il n'est pas juste allé à la ligne. Et donc on a toute une tradition aussi en France qui est très bizarre, qui se veut très intelligente, beaucoup plus intelligente que toutes les autres traditions, qui est que quand le poème est en vers, avec des rimes, vraiment celui qui traduit ça en vers avec des rimes, il est nul. Mais le génie, il traduit ça en prose ou en vers sans rime. Et parce qu'il a compris ce qui est profond à l'intérieur du poème, ce qui est vraiment poétique, c'est autre chose que tout ça. Tout ça, c'est un appareil, c'est de la tradition, ça n'a pas de sens. En France, il y a vraiment, c'est la tradition dominante en France, c'est de surtout ne pas traduire dans la forme. Et moi, je pense que Nietzsche avait évidemment une théorie de la forme. Bien entendu, il en a beaucoup parlé, il a beaucoup théorisé la formalisation, la contrainte, etc. Donc en général, je suis pour traduire en forme, mais dans le cas de Nietzsche, encore plus. Et là, vous avez vu pour ces épigrammes qu'évidemment, tout repose sur l'écriture poétique, sur le choix du vers, de la rime. Il y a des poèmes qui sont sur une rime, il y a des poèmes qui, en général, il y a beaucoup de rimes, des rimes qu'on appelle des rimes redoublées. Il y a des effets qui sont produits avec des rimes intérieures, des rimes. C'est impossible de traduire autrement qu'en essayant de suivre au maximum cette forme, parce qu'elle fait sens, parce que c'est une forme qui est liée à sa philosophie. Ça, c'est un premier point. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a eu un problème avec les traducteurs. Il y en a quelques-uns qui étaient très bons, bien sûr, et on en parlait tout à l'heure avec Ivo notamment, de Klossowski. Pierre Klossowski a traduit la poésie de Nietzsche en faisant en vers libres, mais de manière très poétique et attentive. Mais sinon, parfois, les gens ont traduit ça un peu vite. Et parce que et inversement, la poésie de Nietzsche n'était pas toujours considérée comme une grande poésie, parce qu'il y a eu plusieurs effets. Je ne vais pas y passer des heures, mais il y a un effet de Zarathustra aussi. C'est-à-dire que très vite, il y a eu une espèce de lieu commun, de topos, qui était que la poésie de Nietzsche, elle est dans Also sprach Zarathustra. C'est ça le vrai poème de Nietzsche. C'est un poème en prose. Et les poèmes en vers, ils ne sont pas très bons, peut-être, ils sont moins bons. Quand j'ai fait l'édition des poèmes complets, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'éditions qui s'appelaient poèmes complets, qui étaient grandes comme ça. Vous avez vu la taille du livre, ce n'est pas la même taille. Et ensuite, j'ai trouvé des anthologies de poèmes de Nietzsche, et en fait, il y avait quasiment que des extraits de Also sprach Zarathustra. Et il y avait des poèmes de jeunesse, mais un petit peu avant, un peu après, sinon Zarathustra. Donc en fait, il y a eu cet effet d'absorption
de son œuvre poétique, qui a beaucoup joué. Et ensuite, il y a autre chose qui a beaucoup joué, je pense, c'est que Nietzsche a écrit, comme je disais, beaucoup de poèmes. Et que quand on écrit 450 pages de poèmes, depuis l'âge de 10 ans, et que malheureusement tout ça est resté, parce qu'il en a brûlé une partie, mais pas tout, il y a des poèmes de jeunesse qui sont forcément inégaux. Ah, pardon, c'est vrai, excusez-moi, j'ai toujours l'impression que vous comprenez le français parfaitement. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Tu peux continuer. Disculpe-me. Voilà, donc non, je vais essayer de répondre à la grosse question, mais c'est trop long, pardon. Je vais faire une épigramme à la place. Stop. Ouais, par partie. Good Bon, luck. en gros. Boa sorte. Merci. Bom, Guillaume nos dizia, eu vou procurar sintetizar, que, de fato, enfim que na França também, enfim, as traduções não são as das melhores, porque os tradutores, por vezes, não têm a formação necessária, não têm a formação poética para fazer esse tipo de tradução. Né? Então, são professores de filosofia, não com uma formação específica para traduzir poemas, no que resulta um trabalho não tão bom. Ou seja, se procura traduzir palavra por palavra, digamos assim, e não levando em conta a forma poética ela mesma. Né? Forma poética que está ligada à filosofia de Nietzsche. Então, ao não fazer isso, as traduções, assim como na Itália, enfim, seriam traduções deficitárias. Então, esse é um primeiro ponto. Uma vez resumindo, não há na França uma tradição para a realização desse tipo de trabalho. Um segundo, Guillaume nos dizia que, bem, talvez Nietzsche não seja um grande poeta, e nesse momento ele nos falou um tanto de Zaratustra. Essa era uma questão que eu ia trazer justamente para Guillaume, se Zaratustra seria um livro poético ou não. Enfim, mas ele já nos respondeu. Enfim, então, uma vez que o Zaratustra seria um poema em prosa. Né? E, num terceiro momento, ele nos dizia da quantidade de poemas escritos por Nietzsche, 450, poemas esses que foram escritos desde a sua, basicamente, infância, a idade de 10 anos, embora Nietzsche tenha queimado muitos deles, enfim, uma grande maioria permaneceu e, evidentemente, eles são muito desiguais. Então, grosso modo, Guillaume havia parado nesse ponto. Tu peux continuer. C'est là que je me suis arrêté. Et donc, il y a aussi probablement le fait que ces poèmes, par exemple, ces épigrammes, sont inactuels. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que Nietzsche dit « je vais choisir cette forme » qui n'est pas la forme poétique la plus à la mode au XIXe siècle, en 1882, une forme légère, une forme ironique, auto-ironique, sarcastique, parodique, tout ça. Il y a toute une espèce de tradition depuis le romantisme de considérer que, enfin, en tout cas, plutôt de confondre la poésie et le lyrisme. Alors, il y a une poésie lyrique de Nietzsche, mais cette poésie-là, elle n'est pas lyrique. Hein. Un peu, parfois, les étoiles, mais sinon, c'est pas une poésie extrêmement lyrique. Donc, les gens disent, bon, mais ça, c'est pas vraiment de la poésie, c'est des trucs, c'est des jeux, c'est des petits... Voilà, comme souvent, l'épigramme a eu aussi une mauvaise réputation, comme le genre le plus mauvais, le moins intéressant. Et ma théorie générale sur l'histoire de l'épigramme, c'est qu'en fait, au contraire, à partir du XIXe siècle, elle a commencé à féconder beaucoup de révolutions poétiques. Notamment, on a dit tout à l'heure, Goethe, avec les épigrammes vénitiennes, en un sens Nietzsche, avec bien sûr, avec les poèmes de Scherzlitz und Trache. Mais après, il y a tout un renouveau, même au XXe siècle, avec la poésie américaine de Edgar Lee Masters, qui reprend l'anthologie grecque. Donc ça n'arrête pas, en fait, de se renouveler. Ce genre, qui était le genre décrié par excellence, n'arrête pas, en fait, de servir à nourrir la modernité poétique, parce que c'est un genre bas.
Parce que c'est le genre des petites choses, des petites circonstances, le genre de tout ce qui est enlevé, retiré, caché de ce qui est censé être bien. Alors ça peut être caché loin du lyrisme ou de l'élégance, etc. Donc c'est là que beaucoup des révolutions poétiques se sont creusées. Et Nietzsche, en un sens, en fait partie, mais à sa manière, pas à la manière de Goethe, d'une manière vraiment très, très, très singulière. Na sequência, o professor Metayer nos fala que os epigramas, eles mesmos, não é algo extemporâneo, que, enfim, já na época de Nietzsche não era algo, enfim, era algo que não estava na ordem do dia, portanto, algo que vem da tradição do romantismo, de modo que é como se não encontrássemos com eles, os epigramas, uma poesia lírica de fato. A partir do século XIX, de qualquer forma, o epigrama ele teria revolucionado a arte poética, não deixando dessa maneira de nutrir fortemente essa própria arte. Grosso modo, de forma bem resumida. Alors après, pour répondre quand même à la question une bonne fois pour toutes, je pense que dans les poèmes de Nietzsche, il y en a certains qui sont des chefs-d'œuvre. Il y a des poèmes qui sont magnifiques. Évidemment, moi, le premier poème que j'ai traduit, c'était le poème de Zarathustra, la Rungesang Zarathustra. C'était il y a très longtemps déjà, un 31 décembre, bref. Et je ne pensais pas qu'un jour je traduirais tout. Et c'est un poème magnifique. Oh Mensch, gib Art, verspricht die Tiefen Mitternacht, etc. C'est absolument magnifique, bien sûr. C'est un chef-d'œuvre poétique. Il y en a d'autres. Et même en retravaillant sur les épigrammes pour la conférence, j'ai été vraiment impressionné par la qualité d'écriture de ces textes. Une densité exceptionnelle. Une poéticité quand même aussi. Il y a vraiment de très belles choses. Le poème sur la flamme, le poème sur l'étoile, et même des poèmes plus satiriques qui sont de la musique, avec des jeux Loben, Oben, etc., Droben, Aufgehoben, ça n'arrête pas, c'est des espèces de jeux. Il trouve des rapports entre les mots. C'est vraiment de la poésie où il fait sonner les mots de manière très brillante. À côté de ça, je trouve que beaucoup des poèmes de Nietzsche sont très intéressants d'un point de vue de Nietzschéen, c'est-à-dire de ce que Nietzsche a expérimenté à travers la poésie. C'est-à-dire comment il a utilisé le genre poétique pour faire une recherche particulière. Par exemple, quand il était jeune, les poèmes historiques. Comme après, on ne peut pas comprendre, je pense, sa critique de l'histoire scientifique si l'on n'a pas à l'esprit qu'il a écrit beaucoup de poèmes historiques. C'est-à-dire qu'il a essayé de rendre la matière historique vivante, incorporée dans le poème. J'avais parlé à la Biennale de Paris du poème sur les Girondins, par exemple. Quand on regarde de près, c'est vraiment une façon de s'approprier la matière historique et de la rendre vivante. Donc il y a beaucoup de choses. C'est assez riche. Et parfois, ce sont des chefs-d'œuvre, et puis parfois, ce sont des poèmes moins réussis, bien sûr. Surtout dans les poèmes de jeunesse, alors là, il y a tout. Il y a les poèmes à la tante, merci pour le cadeau. Il y a le poème à la maman. Tous les 2 février, sa mère est née le jour de la Chandeleur. Et tous les 2 février, il y a une lasse de poèmes pour maman, jusqu'à un certain âge. Bon, dedans, il y a Liebe Mama, ich liebe dich, des choses comme ça. Bon, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit des chefs-d'œuvre, ce serait exagéré. O Sr. Guilherme nos diz que há verdadeiras obras de arte entre os poemas de Nietzsche, fazendo referência a Zaratustra pela qualidade e densidade, como, por exemplo, sobre a flama, a estrela, poemas satíricos, etc., etc. Por outro lado, há muitos desses que são extremamente interessantes para os comentadores de Nietzsche, né, porque pode nos indicar algo, assim como ressalta os poemas de caráter histórico que ajudam a atualizar a história ela mesma. Por fim, nos diz que há poemas que têm pouca relevância, principalmente poemas de juventude, os feitos pela tia, pela mãe, etc., etc., etc. Feitos não pela, mas para a tia, para a mãe, enfim, de forma recorrente, inclusive. Bom. Vânia, por favor. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre exposition. Et je ferai une question en portugais.
eu gostaria de... Duas. Primeiro, a questão deste eu lírico enquanto uma busca, recherche de nouveau langage pour dépasser l'état de dictionnaire de le mot. Ultrapassar o estado de dicionário das palavras, essa condição da gramática que nos prende a identidade representativa de conceitos através da estrutura gramatical do sujeito e do predicado, que ele faz uma crítica. Então, através da poesia, o Nietzsche também busca ultrapassar esta enclausuramento do estado convencional, do significado convencional das palavras, buscando uma nova linguagem para uma nova filosofia por vir, né, nesse sentido. E outro é ao encontro da pergunta sobre esta dimensão poética do tradutor como condição para traduzir a própria poesia. Isso eu penso no nosso poeta tradutor, no Haroldo de Campos, que fala da tradução como um canto paralelo, tá? Que é condição, quer dizer, que você jamais vai traduzir literalmente, mas vai transcriar no ponto de partida para ponto de chegada a partir desse canto paralelo e trazendo, claro, a dimensão verbivocovisual do Joyce se estaria presente, aí requerendo esta competência poética de quem traduz. Obrigada. Obrigado. Première demande. Moi, est-ce qu'il faut avoir... Non, pardon. Moi, lyrique, pour la recherche d'un nouvel langage, pour surmonter la grammaire des concepts, pour créer une nouvelle philosophie. Est-ce que... Et la deuxième, il faut, on peut dire, il faut être poète pour faire une bonne traduction poétique. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ta question. Alors, la première question la plus importante pour Nietzsche, c'est la question, en effet, du nouveau langage. Et je suis tout à fait d'accord. Nietzsche cherche un nouveau langage tout le temps, en fait, sans cesse. Ça se voit dans les poèmes, ça se voit dans la prose. Il a écrit... ces poèmes changent sans cesse de genre, c'est tout à fait différent. Rien à voir entre les poèmes du Gai Savoir et les Dithyrambes de Dionysos. Rien à voir avec ces poèmes de jeunesse. À chaque fois, il y a une espèce d'évolution de la mue du serpent, comme il raconte dans ses poèmes, bien sûr. Et pour la prose, c'est pareil, rien à voir en un sens entre l'écriture de la naissance de la tragédie et l'écriture des inactuels. Ensuite, il invente l'écriture fragmentée. Ensuite, il invente la parodie de la Bible, mais sérieuse. Enfin, c'est une invention constante d'un nouveau langage. Et d'un nouveau langage qui, évidemment, tout ça est fondamentalement repose sur... la vérité et mensonge au sens extramoral, c'est-à-dire sur le caractère originellement métaphorique du langage, hein, évidemment. Donc c'est difficile de ne pas lier à la philosophie même de Nietzsche sa recherche d'un langage et son usage de la poésie. Après, le sujet lyrique, par là, j'entendais pas seulement le sujet au sens grammatical et du prédicat, mais la construction d'un personnage, en fait, d'un personnage de poète dans l'œuvre. C'est comme ça que, voilà, il y a un Victor Hugo qui crée un Victor Hugo presque plus vrai que le Victor Hugo réel, qui est une espèce de schématisation, de symbolisation d'un moi, d'un jeu.
Mais ce jeu, comme il est symbolisé et schématisé, il permet d'aller chercher des choses, d'exprimer des choses tout à fait différentes de si c'était un jeu du quotidien, évidemment. Et ça, c'est là, Nietzsche a vraiment utilisé la capacité de la poésie à faire ça, pour faire ses recherches. Ça, je pense que ça me semble évident. Et la deuxième question sur la traduction poétique, elle est évidemment très importante aussi. Alors là, elle est plus importante d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on traduit, jusqu'à quel point on traduit, est-ce qu'on ajoute un autre sujet au sujet lyrique. On ajoute le sujet du traducteur. Donc déjà que le sujet lyrique, il est lié à d'autres sujets et à des objets. Si soi-même on arrive avec sa subjectivité, évidemment, d'un point de vue nietzschéen, c'est logique. On arrive avec notre perspective sur le texte. Dans mon cas personnel, j'essaye d'avoir à la fois une perspective personnelle, mais en même temps une perspective qui soit fidèle à la perspective nietzschéenne lui-même sur sa propre production poétique. C'est pour ça que je traduis en forme des poèmes qui reposent sur les jeux de mots, de formes, de rimes, etc. Et quand Nietzsche écrit comme les dithyrambes de Dionysos, là je ne mets pas de rime quand il n'y en a pas. Évidemment, je vous rassure. Et pareil, je ne les traduis pas non plus en prose parce que ce n'est pas des poèmes en prose. Il y a toute une écriture qui permet de suivre des émotions, des rythmes. C'est du rythme, c'est ça. Donc évidemment, je le reçois subjectivement et je vais puiser dans ma matière corporelle et culturelle, subjective. Mais je suis toujours tenu, j'essaie de me tenir à la lettre du texte et aussi à ce que je pense comprendre d'une sorte d'intention nietzschéenne en tant que commentateur de Nietzsche aussi. Donc c'est un peu difficile, c'est une danse dans les chaînes, comme dit Nietzsche, in Kettentanzen. C'est une danse dans les chaînes, mais un jour on se libère et on danse sans chaîne, je crois. Il paraît. Voilà, merci. Pour la traduction, mais évidemment les questions de traduction, comme on en parlait tout à l'heure avec Ivo, le collègue, c'est des questions qui sont très importantes aujourd'hui en France. Vraiment, il y a un translation turn. C'est vraiment dans la traduction que se jouent plein de débats aujourd'hui, en tout cas en France, parce que c'est le rapport à l'autre, ça engage énormément de questions. Em relação à primeira questão, também de forma bem resumida, então Nietzsche ele procura, sem dúvida, sempre uma nova linguagem para exprimir os seus pensamentos sobre a verdade mentira no sentido essa moral. Ali, nesse livro, essa busca está um tanto presente, ou está indicada, né? Ou seja, há sempre a necessidade da construção, ou necessidade dele, do filósofo, de uma personagem, um poeta, de um je, de um eu, para exprimir as coisas elas mesmas. Né? E isto é algo que a sua filosofia solicita, ou seja, essa criação constante de um eu, e aí a variedade ela é grande para fazer frente à sua pesquisa, à sua busca. Em relação à segunda questão, né? Guillaume disse que é necessário, ele tenta chegar próximo à perspectiva de Nietzsche, ou seja, ser fiel ao máximo possível à perspectiva do filósofo, e ele enfatiza que faz esse caminho justamente buscando a forma poética, ou seja, se limita à letra de Nietzsche para fazer a tradução, apesar de enfim, com cuidado sempre. Faz isso, mas com cuidado de não permitir, digamos assim, que aquilo que ao ler Nietzsche, enfim, aquilo que é incorporado, aquilo que ele ressente subjetivamente, não tome por completo à frente. Enfim, é um trabalho difícil, com uma dança com correntes, eu acho que é isso. Né? Então, esse, enfim, ou seja,
Não é uma tarefa simples, em suma. Mais questões? Por favor, seu nome. Est-ce que je desculpe. Est-ce que je Henrique. peux juste ajouter quelque chose sur la traduction, peut-être, pardon. Je ne veux pas être trop long, mais je peux ajouter un mot Sim, sim. pour répondre, pour peut-être faire sentir quelque chose. C'est que, je vais essayer de ne pas être trop long, j'anime un atelier d'écriture poétique à la Sorbonne et parfois je donne un exercice que j'appelle la traduction imaginaire. Je donne un texte hongrois, et personne ne sait le hongrois, et je dis aux étudiants, traduisez. Et parfois, d'abord, ils font des poèmes magnifiques. Mais parfois, vraiment très beau, c'est incroyable. Bon, avec cet exercice, ils font les meilleurs poèmes, parce qu'ils sont confrontés à la langue étrangère, qui leur fait complètement, qui stimule leur cerveau, quoi. Et parfois, ils trouvent la solution. Mais ils sont en classe, hein, ils sont pas avec ChatGPT. Hein. Et ils trouvent la solution. Ils trouvent ce que veut dire le texte. À certains endroits, hein, pas partout. Ils comprennent l'intention du texte. Et en fait, ça, je trouve ça toujours intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Je viens de découvrir ça. De ce que ça dit. Le hongrois, c'est pas une langue indo-européenne. On comprend rien normalement, etc. Parce que ce que ça dit, au fond, que dit Benjamin dans la tâche du traducteur, die Aufgabe des Übersetzer. Il dit toutes les langues en commun, je crois que c'est une intention d'expression. Et l'intention d'expression, elle finit par créer, on projette, les étudiants, ils projettent une intention d'expression, ils en voient les signes, ils voient les mots qui reviennent, ils comprennent le rythme, ils comprennent plein de choses. Et de voir ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant sur le travail de traducteur dont vous parliez, poétique, c'est-à-dire à quel point on est, en fait, complètement imprégné, même d'une langue qu'on ne comprend pas, de tout ce qui est en deçà. Et parfois, les étudiants voient des choses dans le hongrois que je n'ai pas vues, alors que je suis censé quand même être traducteur de hongrois. Parce qu'ils ont eu la forme de la langue, ils ont eu tout ça qui est entré en eux. Et donc, quand je traduis des poèmes, je dis souvent que quand je veux mettre des rimes, je ne vais pas chercher les rimes en français. Quand je suis bloqué, je relis le poème. Et là, je trouve une rime. Parce que c'est le texte original qui a une force qui passe en dessous, dans plein d'endroits. Ça ne passe pas que dans une lecture, bien sûr, on le sait, intellectuelle. Voilà, c'était un ajout, pardon. Sim. Oui, parce que je me rappelle de la lettre de Lutero sur la traduction après la critique de l'Église. Il dit la transposition pour la langue allemande. Il dit assim, comment je peux faire un texte qui ce n'est pas pour pouvoir comprendre dans l'allemand. Ça, c'est le test. Qui c'est aussi une façon d'écriture difficile de traduire. Et transposition, et c'est pour ça que je regarde la difficulté et demande la compétence poétique de ceux qui écoutent avec les yeux ce que l'autre dit. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Guillaume dizia uma coisa interessante, que eu acho que resume bem essa última fala dele, que o próprio texto ele acaba por trazer soluções. Então, por vezes, quando ele não encontra a rima no texto, ele não vai procurar a rima no francês, mas ele vai reler o texto, e aí sim a solução aparece, né? E ele começava a dizer que ele dirige um laboratório na Sorbonne, você sabe? Onde traz um exercício de tradução imaginária, enfim, como tradutor de húngaro, apresenta um texto em húngaro, alunos que não conhecem a língua, e mesmo não conhecendo, as palavras, enfim, acabam por suscitar algo, enfim, a intenção das palavras acabam por permitir a criação de um poema, e dizia ele, por vezes, belos trabalhos daí surgem.
Henrique, por favor. Yes, of course. I love English language. You mentioned the Roman dramatic tradition as one important to me, right? When we think on the Roman dramatic in lyric genres, we think on genres modeled after the Alexandrian, Hellenistic poetry, right? Which I think, by the way, is just a positional poetry in its very core. But what I would like to know is that if you can identify some other aspects of Hellenistic era poetics, as for example, the learned allusion, brevity, poikilia, on Nietzsche's poetical construction, or even in his philosophical subject. Thank you. Antes de Guillaume responder, Henrique, se você puder traduzir a sua questão de forma breve para todos. O professor mencionou no texto que a tradição epigramática romana, latina, seria uma tradição importante para Nietzsche, né? E, bem, a gente sabe que a poesia romana, de forma geral, poesia epigramática, poesia lírica, elas são modeladas a partir de uma poética própria ao período helenístico, período alexandrino. E alguns aspectos dessa poética, que nós chamamos de poética alexandrina, seria a alusão culta a outros autores, a brevidade da forma poética e a poequilia, que seria a variedade de formas que essa poesia pode assumir. Eu perguntei para ele se ele consegue encontrar esses outros aspectos da poesia helenística na produção, não só na produção poética de Nietzsche, mas talvez até na construção do eu filosófico nietzschiano. Obrigado. French or English? Ungarisch. Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Donc, je trouve votre question vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec avec ce qu'elle contient d'affirmation, c'est-à-dire que ce soit l'allusion, la brièveté, ça j'en ai parlé, bien sûr, et l'allusion avec carrément la citation, vous l'avez compris, la brièveté et l'épigramme, bon, je n'ai pas besoin de m'étendre. La poikilia, je l'ai laissé de côté aujourd'hui, mais c'était un point intéressant avec une épigramme particulière de Scherz, Liszt und Rache qui dit « Je suis », et c'est le sujet lyrique, mais je n'avais pas le temps, un « Stell dich ein », un rendez-vous de tout, du monde entier. Je suis à la fois colombe, serpent et cochon. Donc on est vraiment dans la poikilia d'une certaine façon aussi, de cette façon-là. Et bien sûr, dans les langues que Nietzsche ne cesse de trouver, de découvrir, il y a tout ça. Et en un sens, c'est vrai qu'il est tout sauf un alexandrin. Il déteste l'alexandrinisme. Et ça, c'est un peu le miracle nietzschéen. C'est-à-dire comment Nietzsche fait pour être à la fois un auteur aussi avec autant d'allusions, de références, avec autant d'imitations, avec autant de choses qu'il a pris ici, qu'il a pris là, etc. Et en même temps, absolument unique et frais et énergique. Il n'a rien à voir avec un auteur alexandrin, même de la fin du XIXe siècle. Moi, je travaille aussi sur Anatole France. Alors, Anatole France a beaucoup de qualités, notamment d'être venu à São Paulo en 1909. Mais en dehors de ça, c'est un peu un auteur alexandrin, c'est-à-dire un auteur qui cite beaucoup, qui est très cultivé, très érudit.
et qui n'a pas du tout le style de Nietzsche. Et comment, là c'est un miracle, c'est un mystère, on ne sait pas vraiment en fait, on ne saura jamais je pense, comment Nietzsche a fait pour être à la fois un alexandrin, mais pour être quelque chose d'autre qu'un alexandrin. Un alexandrin qui déteste l'alexandrinisme, qui dépasse l'alexandrinisme, qui le porte à une autre forme d'écriture qui est unique, reconnaissable tout de suite, passionnante tout de suite. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, lire Nietzsche, c'était pas très bien vu encore. Et j'allais dans les librairies et j'ouvrais Nietzsche comme ça et je pouvais plus m'arrêter de lire. Pourtant, il y a des allusions, il y a des allusions partout. Ça pourrait être alexandrin. On peut retrouver les hommes obscurs. Peut-être que c'est Ulrich von Hutten ou pas. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un peu un miracle. Et alors, bien sûr, en même temps, c'est quelqu'un qui pratique une sorte de poikilia, d'ironie, de parodie, mais qui a aussi une espèce d'horizon, souvent il l'exprime, d'horizon, on pourrait dire classique. Et comme il a lié le classicisme à quand même sa philosophie, au fond, ses grands thèmes philosophiques, il a lié une sorte de nouveau classicisme, une sorte de classicisme de l'avenir. Ça fait que cet alexandrinisme, il est un peu, on dirait presque écrasé par la lumière de cet avenir. Donc il n'est pas tourné vers le passé, comme l'alexandrinisme en général, mais il est déjà complètement reformulé, modélisé vers un avenir, vers autre chose. Peut-être que c'est ça d'ailleurs la réussite de Nietzsche. C'est qu'en fait il nous montre, regardez, je suis en train de tout reformuler et je vais créer le Übermensch avec les morceaux, les fragments, mais c'est pas juste pour les collectionner comme l'historien antiquaire, c'est pour faire autre chose. Et donc cet alexandrinisme est supportable, parce que sinon l'alexandrinisme c'est la mort. Là c'est la vie, Nietzsche, n'est-ce pas? D'accord. Bem, eu não sei se eu conseguirei traduzir, enfim, trazer de forma precisa as ideias que Guillaume trouxe nessa resposta, mas se não me corrijam. Enfim, os textos, enfim, ele de início disse que está de acordo com Henrique, né, em relação à alusão da brevidade, citação, etc. Citou um epigrama em particular em que ele dizia que ele era tudo, Colombo, porco, serpente, para dizer na sequência que, embora, enfim, que os textos, enfim, os epigramas são alexandrinos, embora Nietzsche deteste o alexandrino, ou seja, tem aí algo paradoxal, né? E nesse paradoxal, enfim, tem ponto em que, enquanto o alexandrinismo, enfim, aponta para o passado, Nietzsche, né, embora assim sendo, enfim, embora os seus textos assim sendo, mas ao mesmo tempo havendo aí uma recusa, há um apontamento em direção ao futuro. Bem, e é nesse movimento paradoxal, que Nietzsche trabalha para tudo reformular. Enfim, e aí trouxe a ideia do além do homem, etc., etc., para ultrapassar aquilo que, enfim, mantenha o que vai ser ultrapassado para justamente ultrapassar isto que está posto. Grosso modo, se eu não me equivoquei, por completo. Bem, talvez alguma outra questão antes de encerrarmos? Uma última, então? Professeur, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la relation
entre la science et le poème de Nietzsche. Est-ce que je peux, pardon, j'ai pas entendu le début, excusez-moi. Préciser la relation. La relation entre la science et le poème de Nietzsche. Oui. Tu veux traduire ou pas? Me desculpe seu nome mesmo, perdoe-me. Non, toi. Cassiano. Cassiano, enfim, pergunta ao professor Guillaume a relação entre ciência e o poema et la poésie, digamos assim, Oui. em Nietzsche. Merci beaucoup pour cette très bonne question. Bien sûr, ce qui est intéressant, finalement, ça me fait penser à ça, c'est que Nietzsche n'a pas pratiqué, bien sûr, la poésie scientifique, qui est un genre littéraire maintenant mort, mais très important au XIXe siècle. Et je donnerai un exemple même qui est Anatole France, toujours lui, qui, dans sa jeunesse, a écrit des poèmes darwiniens. C'était la science. Donc, il a écrit des poèmes sur les animaux, comment les animaux luttent, ils ont la struggle for life, et après ils vont trouver la femelle, les deux cerfs qui se battent, etc. Il a fait tout un... Et en même temps, c'est magnifique du point de vue intellectuel. Comme poème, c'est pas mal, mais c'est pas toujours le plus grand poète. Mais il a fait des poèmes qui sont un peu inspirés par Lucrèce et par Darwin, une sorte de mélange comme ça. Et Nietzsche ne fait pas ça. Ce que j'ai voulu dire en parlant de science tout à l'heure, en fait, c'est plutôt que Nietzsche a schématisé, c'est ce que j'ai appelé schématiser. C'est-à-dire que je suis frappé par le fait qu'il y a toujours je trouve des schémas implicites, un peu géométriques, quand j'ai parlé de géométrie, ou bien de perspective, au sens vraiment de la perspective presque picturale, la bonne distance, c'est toujours des mesures, des perspectives, il y a toute une schématisation, je dirais plutôt logique, mais aussi empruntant des éléments, disons, d'inspiration scientifique. Après, dans sa philosophie, vraiment, évidemment, pas en poème, mais en prose, bien sûr, c'est autre chose. Je pense que Wilson sait bien, plus que quiconque. Là, on a affaire à des modèles scientifiques qui sont utilisés par Nietzsche et travaillés, et détournés, etc. Mais dans la poésie, je voyais surtout le fait que c'était très schématique, très construit, et que ça donnait des lignes, une sorte de géométrie et de dynamique. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de dynamique. Je trouvais qu'il y avait la dynamique du vent, on s'appuie sur le vent, etc. C'est tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Donc c'était pas de la poésie scientifique, ni de la philosophie tirée de la science, mais plutôt une modélisation à travers le poème. Merci beaucoup. Je vous en prie. O professor Guillaume nos disse que Nietzsche não praticou, na verdade, uma poesia científica, trouxe exemplo de um outro autor que assim procedeu. No caso de Nietzsche teria apenas esquematizado, se utilizado de esquemas geométricos, medidas, enfim, de uma certa lógica, ou seja, emprestou elementos científicos para a realização do seu trabalho, mas não fez exatamente uma poesia em sentido estrito científica. Bem, merci beaucoup Guillaume pour ta conférence. Merci beaucoup surtout à vous toutes et vous tous pour votre invitation et pour votre attention. Pardon, j'ai été très bavard. Je sais qu'il est très tard, mais c'était la passion de partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Eu gostaria de lembrar duas coisas muito rapidamente. A primeira delas é que, retomamos amanhã, enfim, os trabalhos às 9 horas. À tarde, uma mesa novamente com integrantes do grupo. No fim da tarde, uma outra mesa com os professores Ogária Matos, Renato Janine Ribeiro e Sérgio Cardoso. E no final da noite, tudo nessa mesma sala, a conferência de encerramento da professora Scarlett Martin.
E a segunda coisa, de forma muito breve, para que aqueles que ainda não passaram ali no corredor acima, que é a exposição dos livros, a produção do GEM de um lado, né, mas de outro, hoje reorganizado, enfim, o Thiago fez um belo trabalho, mas a gente reorganizou, a professora, nesse caso, ela mesma, com a ajuda do João, reorganizou de modo que a gente tem toda uma vitrine com a produção da professora Scarlett. Então, eu convido a todos a passarem no andar de cima, nessas duas vitrines, para conhecer a produção da professora e a do grupo, assim como, enfim, de demais colegas que publicaram na coleção Sendas Veredas, etc, etc. Bem, então, obrigado, Guillaume, novamente por a sua bela conferência e até amanhã. Sim. Um recadinho rápido para os colegas do GEM que publicaram no Fast Schrift. Eu gostaria de dar os seus exemplares. Então, por favor. Ah oui, comme Thucydide. MASAE. J'écris pour l'immortalité. Un trésor pour le toujours. Oui, comme dit Blanchot. Blanchot et Foucault, c'est le moment de le dire.